À 40 degrés sous zéro, l'air cesse d'être simplement froid et commence à se comporter comme un ennemi actif. La salive peut geler avant même de toucher le sol, les cils se couvrent de givre en quelques minutes et la peau exposée se met à brûler d'une douleur qui ne ressemble à rien de familier. Dans ces conditions, les hôpitaux avertissent que les gelures peuvent endommager les tissus en moins de 10 minutes. Et pourtant, chaque hiver, des centaines de personnes sans abri en Alaska se réveillant le lendemain. La question surgit immédiatement, avec une logique implacable. Pourquoi ne partent-elles pas? Si l'hiver est aussi extrême, pourquoi rester dans l'un des endroits habités les plus froids de la planète? La réponse est complexe et n'a presque jamais à voir avec un courage romantique ou une prétendue résistance surhumaine. Et tiens, elle est liée à l'argent, aux racines, au réseau invisible et à un savoir accumulé qu'il est difficile de transposer ailleurs. Quitter l'Alaska n'est pas aussi simple que d'acheter un billet et de partir. Un trajet vers un autre État peut coûter plusieurs centaines de dollars. Une somme inaccessible lorsqu'on dépend de repas distribués et de petits travaux occasionnels. De plus, de nombreuses compagnies exigent une pièce d'identité valide et des réservations anticipées. Des conditions qui ne sont pas toujours réunies pour quelqu'un vivant dans la rue. Mais même si l'argent n'était pas l'obstacle principal, partir signifie perdre quelque chose qui, dans la rue, vaut plus qu'un manteau épais, l'information. À Anchorage et dans d'autres villes de l'État, les personnes sans abri savent exactement quelle église ouvre son sous-sol lorsque la température descend sous un certain seuil, quelle cantine sert un repas chaud même les jours fériés, quel bâtiment expulse de l'air tiède toute la nuit par ses conduits extérieurs. Elles savent quels jours certains conteneurs sont réapprovisionnés et quelles organisations distribuent des vêtements thermiques d'origine militaire. Ce savoir ne s'apprend pas dans une brochure, il se construit au fil des années et le perdre peut s'avérer plus dangereux que le froid lui-même. Il y a aussi les racines familiales et culturelles. Une part importante de la population sans abri en Alaska appartient à des communautés autochtones, et beaucoup restent à proximité des services tribaux, des liens familiaux et des territoires qui font partie de leur identité. Yam au partir ne signifie pas seulement changer de climat, mais rompre des attaches qui, même dans la rue, continuent de servir de soutien. Un autre facteur, plus inattendu, influence la décision de rester. Le dividende annuel que l'État verse à ses résidents, une somme qui peut varier entre 1000 et 2000 dollars selon l'année. Pour une personne sans revenu stable, cet argent représente une opportunité concrète de régler des dettes, d'acheter de l'équipement ou simplement de survivre quelques mois supplémentaires. Ce n'est pas une solution structurelle, mais c'est une incitation puissante à maintenir sa résidence. Rester implique toutefois de maîtriser un système de survie qui ne pardonne aucune erreur. À 40 degrés sous zéro, la différence entre vivre et perdre des doigts peut dépendre d'une couche de vêtements mal choisie. Et bien c'est ici qu'apparaît une première leçon qui surprend ceux qui n'ont jamais connu un froid extrême. Survivre ne consiste pas seulement à être bien couvert, mais à rester sec. Les personnes expérimentées dans les rues d'Alaska suivent un système de 3 couches, presque comme une loi naturelle. La première couche, en contact direct avec la peau, doit évacuer l'humidité. Le corps transpire même lorsque le thermomètre affiche des chiffres absurdes, et si cette humidité reste piégée, elle se transforme en glace. Le coton, qui semble confortable et inoffensif, dans des climats tempérés, devient traître parce qu'il absorbe la sueur et la retient, créant une pellicule glacée contre la peau. C'est pourquoi, en hiver extrême, le coton est évité avec une discipline presque absolue. La deuxième couche a pour fonction de piéger l'air chaud. Bien, il peut s'agir de laine, de matières synthétiques épaisses ou de vêtements militaires conçus pour les climats arctiques. Ce n'est pas tant l'épaisseur apparente qui conserve la chaleur que l'air emprisonné entre les fibres. La troisième couche doit bloquer le vent, un détail loin d'être secondaire en Alaska, car le vent multiplie la sensation de froid et arrache la chaleur corporelle avec une rapidité redoutable. En l'absence d'équipement spécialisé, la créativité devient une alliée essentielle. Des journaux froissés insérés entre les couches de vêtements créent des poches d'air qui servent d'isolation improvisée. C'est une astuce ancienne, utilisée depuis des générations lors d'hivers rigoureux, et elle fonctionne toujours parce que les lois élémentaires de la physique ne changent pas. Des sacs plastiques sont également employés ponctuellement comme barrière contre le vent, avec prudence toutefois, car sceller excessivement le corps peut emprisonner l'humidité interne et aggraver la situation lorsque l'on cesse de marcher. Les pieds font l'objet d'une attention prioritaire. Les gelures attaquent d'abord les extrémités et perdre la sensibilité des orteils peut annoncer des dommages permanents.
Certaines personnes utilisent ce que l'on appelle une barrière vapeur en plaçant une couche plastique entre une chaussette intérieure et une extérieure afin d'empêcher l'humidité provenant de la neige ou de la glace de pénétrer dans le tissu. Cela peut sembler contradictoire après avoir insisté sur les dangers de l'humidité. Mais dans ce cas précis, l'objectif est d'empêcher l'eau extérieure de saturer l'isolation. Car tout ce système de couches benzène fonctionne tant que la personne reste en mouvement ou protégée du vent. Mais lorsque la nuit tombe, le défi change complètement. Le sol gelé n'est pas seulement froid, il est avide de chaleur. Il extrait l'énergie du corps à une vitesse supérieure à celle de l'air glacé. Dormir directement sur la terre ou le béton peut drainer la chaleur jusqu'à 25 fois plus rapidement que l'air environnant. C'est pourquoi, en Alaska, l'isolation du sol est presque plus importante que le sac de couchage lui-même. Du carton superposé en plusieurs couches, de la mousse récupérée, des planches improvisées, ou tout matériau créant une séparation entre le corps et la glace peuvent se faire la différence. De même, un sac de couchage haut de gamme perd une grande partie de son efficacité s'il est comprimé directement contre une surface gelée. Au cœur de ce paysage extrême, certaines villes dissimulent une réalité que peu de touristes imaginent. Sous le centre d'Anchorage, par exemple, existent des tunnels de vapeur qui transportent via la chaleur vers les bâtiments en surface. Dans ces corridors souterrains, la température peut rester nettement supérieure à celle de l'extérieur. Pendant des décennies, des personnes sans abri ont trouvé accès à ces espaces, y créant des installations temporaires à l'abri du vent mordant. Ce ne sont pas des refuges idéaux. Le risque de brûlure causé par des tuyaux brûlants ou d'accumulation de gaz est réel. Cependant, lorsque l'alternative consiste à dormir à 40 degrés sous zéro, un espace souterrain à quelques degrés au-dessus de zéro peut signifier la vie. Les autorités, à certaines périodes de froid extrême, privilégient parfois la prévention des tragédies plutôt que les expulsions immédiates. Survivre en Alaska n'est ni un acte romantique de résistance ni une démonstration de force mythique. C'est le résultat de systèmes appris, d'informations partagées et d'une adaptation constante à un environnement qui n'offre aucune seconde chance. Et si les couches de vêtements constituent la première ligne de défense, le choix du lieu où passer la nuit devient la bataille suivante, car dans un climat pareil, chaque décision se multiplie en conséquence. Si les couches séparent celui qui tient de celui qui perd la sensibilité en quelques minutes, le lieu où l'on dort sépare celui qui se réveille de celui qui ne le fera pas. À 40 degrés sous zéro, l'air est déjà hostile, mais le sol l'est davantage encore. La terre gelée, l'asphalte et le béton agissent comme un drain thermique permanent, aspirant la chaleur corporelle avec une efficacité qui surprend même ceux qui pensent être bien équipés. En Alaska, le sac de couchage compte, mais ce qui se trouve en dessous compte davantage. Les personnes expérimentées répètent presque comme une obsession, crée une distance entre ton corps et la glace. Du carton en plusieurs couches, de la mousse isolante récupérée sur des chantiers, des palettes en bois, des portes abandonnées. Tout ce qui élève le corps de quelques centimètres peut multiplier les chances de survie. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'une personne disposant d'un équipement modeste mais d'une bonne isolation au sol peut résister mieux qu'une autre équipée d'un sac coûteux posé directement sur le béton gelé. Le carton possède un avantage crucial. Il contient de l'air. Or, l'air immobile est l'un des meilleurs isolants accessibles. Empiler plusieurs couches crée de petites chambres qui ralentissent la fuite de chaleur. Dans les campements improvisés, il n'est pas rare de voir de véritables plateformes construites avec des matériaux récupérés, renforcés en permanence à mesure que l'hiver avance. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est de la physique appliquée. Vient ensuite l'abri lui-même. Les tentes ordinaires, conçues pour des climats tempérés, peuvent devenir des pièges mortels si elles sont mal utilisées. Le tissu synthétique retient peu la chaleur, et pire encore, il brûle ou fond très vite si l'on tente d'y utiliser une flamme. Chaque hiver, des incendies sont signalés dans des campements, et de nombreux décès ne sont pas dus à l'hypothermie directe, mais à un feu accidentel. C'est pourquoi ceux qui ont appris à survivre gardent, autant que possible, toute source de combustion à l'extérieur de la tente et à une distance prudente. Dans certains cas, des barils métalliques se transformés en poêles improvisés apparaissent dans des campements plus permanents. Un bidon percé sur les côtés laisse circuler l'air et peut produire de la chaleur pendant des heures, même lorsque la flamme visible a disparu. Mais le feu reste un allié complexe. Une étincelle peut jaillir, le vent peut changer, et une structure légère peut s'embraser en quelques secondes. La surveillance devient alors non négociable et, dans certains groupes, des tours de garde nocturnes s'organisent pour surveiller la chaleur pendant que les autres dorment. On voit aussi réapparaître une technique ancienne dans ces environnements, le foyer souterrain. On creuse 2 cavités reliées par un tunnel, l'une pour le feu, l'autre pour l'arrivée d'air. La combustion se fait sous le niveau du sol, ce qui réduit la visibilité de la fumée et concentre la chaleur vers le haut.
C'est une solution ingénieuse qui diminue le risque d'embraser une tente, même si elle exige du temps et de l'énergie pour être construite, ressources qui ne sont pas toujours disponibles au milieu d'une tempête de neige. Au-delà du feu, il existe une option que le paysage lui-même met à disposition. La neige. Cela peut paraître contradictoire, mais une structure bien construite en neige compactée peut maintenir l'intérieur proche du point de congélation, même lorsque dehors la température chute à des niveaux extrêmes. Une petite cavité creusée dans un monticule de neige, correctement ventilée, peut se révéler étonnamment stable. Le corps humain produit environ 100 watts de chaleur pendant le sommeil et dans un espace réduit, cette chaleur s'accumule. Ce n'est pas le confort, mais c'est une protection contre le vent direct et contre des températures qui, autrement, seraient dévastatrices. La ventilation, quel que soit l'abri, est un détail qu'on ne peut pas ignorer. Chaque expiration libère de l'humidité, et cette humidité gèle sur les parois du sac ou du plafond si elle ne trouve pas d'issue. Dormir totalement hermétique peut sembler logique, mais la vapeur accumulée finit par mouiller l'isolation. C'est pourquoi, même lors des nuits brutales, on laisse une petite ouverture près du visage afin de permettre une circulation minimale de l'air. Le système de survie ne s'arrête pas quand on ferme la fermeture éclair du sac. La gestion du sommeil est un autre élément critique. Par froid extrême, le frisson est un mécanisme de défense naturel qui produit de la chaleur, mais il épuise aussi l'énergie. Dans certains campements, les gens dorment par deux ou en petits groupes et établissent des tours pour repérer chez les autres des signes d'hypothermie. La confusion, une parole pâteuse ou la disparition soudaine des frissons peuvent annoncer un danger grave et les identifier assez tôt peut sauver une vie. Même si l'abri est solide et que les couches sont bien organisées, rien ne fonctionne sans carburant interne. Le corps, exposé à de telles températures, peut brûler entre 3000 et 4000 calories par jour, rien que pour maintenir sa chaleur. C'est presque le double de ce dont il a besoin en climat tempéré. Sans nourriture suffisante, le four intérieur perd de la puissance et le risque augmente. Les cantines communautaires et les organisations locales deviennent alors une partie essentielle du système thermique. Un plat chaud n'est pas seulement du réconfort, c'est de l'énergie directe pour soutenir la température corporelle. Les aliments riches en graisses et en protéines sont particulièrement recherchés, parce qu'ils fournissent une énergie durable. Dans les campements, certains produits très caloriques se troquent comme s'ils étaient une monnaie. L'hydratation joue aussi un rôle crucial. Entouré de neige, on pourrait croire que l'eau ne manque pas, mais manger la neige directement fait baisser la température centrale et peut accélérer l'hypothermie. La neige doit d'abord être fondue, parfois dans des récipients gardés sous les vêtements pour profiter de la chaleur corporelle avant d'être bue. Tout cela se déroule dans un cadre de règles et de contraintes urbaines. Les refuges nocturnes, lorsqu'ils existent, imposent souvent des horaires stricts et obligent fréquemment à sortir à l'aube, précisément lorsque le froid reste intense. L'intervalle entre la fermeture du matin et l'ouverture des lieux diurnes devient alors une portion dangereuse de la journée. Et la quête de chaleur temporaire dans des bibliothèques, des centres commerciaux ou des bâtiments publics fait partie de la routine. Survivre à 40 sous zéro ne dépend pas d'une stratégie héroïque unique, mais d'un enchaînement de tactiques, des couches adaptées, un sol isolé, un abri ventilé, une chaleur gérée avec prudence et des calories suffisantes. Et malgré tout, chaque hiver rappelle que la marge d'erreur est minuscule. Ce qui, pour un observateur extérieur, ressemble à une simple nuit froide est, pour ceux qui vivent là, une équation permanente où chaque variable compte et où la plus petite négligence peut produire des conséquences irréversibles. Mais aussi les vêtements adéquats et un abri convenable permettent de passer la nuit, l'usure véritable en Alaska se joue souvent pendant la journée. Parce que l'hiver n'est pas seulement une température extrême. C'est une routine brutale qui se répète pendant des semaines, parfois des mois, et chaque journée implique de se déplacer, de chercher de la chaleur, de protéger son énergie et d'éviter des erreurs qui ailleurs seraient insignifiantes, mais qui ici peuvent coûter des doigts, voire plus. L'un des moments les plus délicats n'est pas minuit, mais le matin. Beaucoup de refuges nocturnes fonctionnent avec des horaires stricts et obligent à sortir tôt, même lorsque le froid demeure sévère. Cela crée une tranche d'heures pendant lesquelles il faut trouver des espaces où l'on peut simplement exister sans geler. Bibliothèques, centres communautaires, hôpitaux et certains centres commerciaux deviennent des stations temporaires de survie. Il ne s'agit pas de confort, mais de gagner du temps à l'intérieur pour que le corps conserve chaleur et énergie. Le déplacement entre ces points est une équation dangereuse. Chaque kilomètre parcouru par températures extrêmes signifie dépenses caloriques élevées et exposition au vent coupant. C'est pourquoi ceux qui connaissent la ville planifient des trajets courts, profitent de couloirs couverts, d'entrées protégées ou des bouffées d'air tiède expulsées par les systèmes de chauffage des bâtiments.
Une simple grille de ventilation qui rejette de l'air chaud peut devenir un point stratégique durant des minutes critiques. Le froid n'affecte pas seulement la peau, il dérègle aussi l'esprit. L'hypothermie ne commence pas toujours par un drame visible. Elle peut débuter par une maladresse légère, une difficulté à se concentrer ou un jugement altéré. À ces températures, la tête peut trahir le corps. Il existe un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal, dans lequel une personne en hypothermie sévère ressent une fausse sensation de chaleur et commence à retirer ses vêtements. C'est l'un des signaux les plus dangereux car il indique que le système thermique s'effondre. L'alcool aggrave ce risque de manière spectaculaire. Même s'il donne une impression momentanée de chaleur, il dilate en réalité les vaisseaux sanguins et accélère la perte de température centrale. En Alaska, des intervenants d'urgence ont souligné à plusieurs reprises qu'une proportion importante des décès par hypothermie implique la consommation d'alcool, non pas parce que le froid serait moins intense, mais parce que la perception du danger diminue précisément au moment où la lucidité est la plus nécessaire. Les organisations communautaires jouent un rôle vital dans ce contexte. Des équipes de bénévoles parcourent des zones où elles savent que des campements existent, surtout pendant les vagues de froid intense. Elles ne viennent pas avec des discours, elles viennent avec des couvertures thermiques, des boissons chaudes et des évaluations rapides de l'état physique. Repérer à temps des signes de gelures ou de confusion peut faire la différence entre un transfert à l'hôpital et une tragédie. Dans les hôpitaux, chaque hiver, un schéma douloureux se répète. Des gelures aux doigts, aux mains et aux pieds nécessitent des interventions médicales complexes. Les tissus endommagés par un froid extrême ne récupèrent pas toujours. Et, dans certains cas, l'issue est l'amputation. La majorité de ces lésions concernent des personnes restées plusieurs heures exposées sans isolation suffisante ou ayant sous-estimé une chute brutale de température pendant les saisons dites intermédiaires, lorsque le sentiment de danger diminue parce que l'hiver n'a pas encore atteint son point le plus bas. Paradoxalement, les mois qui ne sont pas les plus froids peuvent tous s'avérer plus meurtriers, lorsque le thermomètre affiche des chiffres jugés moins extrêmes. Certaines personnes relâchent leurs mesures de protection et la combinaison d'humidité et de vent et d'excès de confiance devient dangereuse. Le froid n'a pas besoin d'atteindre un record historique pour causer des dégâts. Une exposition prolongée sans préparation adéquate suffit. La nourriture, car, encore une fois, devient une ligne de défense quotidienne. Maintenir un apport régulier est essentiel pour soutenir la production interne de chaleur. Dans un climat extrême, le corps brûle de l'énergie même au repos et la sensation de faim ne reflète pas toujours la dépense réelle. C'est pourquoi les aliments denses en calories sont si précieux. Il ne s'agit pas seulement de remplir l'estomac, mais d'alimenter le métabolisme qui maintient la température centrale. L'accès à l'eau exige une stratégie supplémentaire. La déshydratation réduit l'efficacité circulatoire et par conséquent la capacité à distribuer la chaleur. Pourtant, boire des liquides extrêmement froids peut faire baisser la température interne. C'est pourquoi, chaque fois que possible, on privilégie des boissons chaudes ou au moins tièdes. Faire fondre la neige avant de la consommer n'est pas un caprice. C'est une mesure de protection. Dans cet environnement, la communauté joue un rôle crucial. Les informations circulent. Quel refuge prolonge ses horaires lorsque le protocole de froid extrême est activé? Quelle église permet de rester plus longtemps pendant une tempête? Quel hôpital maintient une salle d'attente accessible sans poser trop de questions? Ce réseau informel est aussi important que n'importe quel manteau. Lorsque les autorités déclenchent des protocoles spéciaux en cas de froid extrême, certains refuges suppriment les limites de durée de séjour et ouvrent des lits supplémentaires. Ces mesures ne résolvent pas le problème structurel du sans-abrisme, mais elles réduisent le nombre de décès lors des pics les plus sévères. Malgré cela, la capacité d'accueil n'est jamais illimitée, et beaucoup doivent recourir aux stratégies apprises dans les campements ou les tunnels. La survie en Alaska n'est pas une lutte isolée contre un chiffre sur un thermomètre, mais une résistance prolongée contre l'usure accumulée. Chaque journée froide enlève de l'énergie, chaque nuit impose de réorganiser les couches, chaque déplacement comporte un risque. Et pourtant, beaucoup traversent des hivers entiers, parce qu'ils ont transformé l'expérience en système, l'intuition en discipline et la communauté en réseau de soutien discret. Le froid extrême ne pardonne pas les erreurs, mais il n'est pas invincible lorsqu'on en comprend la logique. Au fil de l'hiver, la question cesse d'être comment résister à une nuit et devient comment soutenir le corps et l'esprit pendant des mois dans un environnement qui semble conçu pour expulser ceux qui ne s'adaptent pas. Lorsque l'hiver atteint son point le plus dur et que le thermomètre descend à 40 degrés sous zéro, il ne s'agit plus seulement d'endurer, mais de gérer le risque minute après minute. En Alaska, le froid n'est pas un épisode ponctuel, c'est un environnement permanent pendant des mois et la survie dépend d'un mélange d'expérience, de coordination communautaire et de décisions prises avec une précision presque mathématique.
L'un des moments les plus critiques ne correspond pas nécessairement à la nuit la plus glaciale, mais au changement brusque de climat. Les saisons dites intermédiaires, et Dieu lorsque la température remonte légèrement puis chute à nouveau brutalement, peuvent se révéler plus traîtres que le record hivernal lui-même. Ces jours-là, le soulagement apparent entraîne un relâchement. On retire une couche trop tôt, on marche plus longtemps que prévu, on retarde la recherche d'un abri. Lorsque la température redescend, le corps est déjà affaibli et la marge d'erreur disparaît. Les statistiques montrent que toutes les morts liées au froid ne surviennent pas lors de la nuit la plus extrême, mais pendant des périodes où la perception du danger diminue. Le froid prolongé use lentement, réduit les réserves d'énergie et altère la prise de décision. La fatigue accumulée, combinée à la déshydratation et à une alimentation irrégulière, crée un scénario où même une exposition relativement courte peut déclencher une hypothermie. Tel le rôle de l'alcool dans ce contexte est particulièrement dévastateur. La sensation immédiate de chaleur est trompeuse, car physiologiquement, le sang est redistribué vers la surface du corps. Plus proche de l'air glacial, il perd rapidement sa chaleur. La personne se sent plus chaude alors qu'elle perd en réalité de la chaleur centrale. Cette fausse sécurité peut retarder la recherche d'un abri et aggraver la situation jusqu'à ce que la détérioration devienne irréversible. Les équipes médicales d'Anchorage et de Fairbanks connaissent de bien ce schéma. Chaque hiver, elles traitent des cas de gelures sévères touchant principalement les doigts, les orteils, les oreilles et le nez. Les dommages ne sont pas toujours immédiatement évidents. Parfois, la personne ressent un simple engourdissement qu'elle ignore pendant des heures. Lorsque les tissus commencent à se réchauffer, la douleur peut être intense, mais le mal est déjà fait. Dans les cas graves, l'amputation devient la seule option médicale. Face à cette réalité, la prévention demeure la seule défense véritable. Les organisations locales activent des protocoles de froid extrême lorsque la température passe sous certains seuils. Des lits supplémentaires sont mis à disposition, les limites de séjour dans les refuges sont suspendues, et des équipes coordonnent des rondes dans les campements connus. Cela ne règle pas le problème structurel du logement, mais cela réduit le nombre de tragédies immédiates. La coordination communautaire constitue un facteur discret mais puissant. Les personnes sans abri partagent constamment des informations. Qui dispose de couvertures supplémentaires? Quel centre a élargi ses horaires? Quelle ligne de bus permet de rester plus longtemps à l'abri? Ce réseau informel fonctionne comme un système d'alerte précoce. Dans un environnement où le temps de réaction est limité, la bonne information peut sauver une vie. La résilience en Alaska ne repose pas sur le déni du froid, mais sur un profond respect de sa puissance. Ceux qui survivent à plusieurs hivers développent une forme de discipline thermique. Ils vérifient régulièrement l'état de leur couche, ajustent leur isolation selon leur niveau d'activité et surveillent les premiers signes de danger. Il ne s'agit pas d'héroïsme, mais d'habitude. Même des détails apparemment mineurs prennent une importance considérable. Garder les mains couvertes, même lorsqu'il faut manipuler des objets, protéger le visage du vent direct, changer des chaussettes humides dès que possible et éviter de rester immobile trop longtemps dans des espaces ouverts sont des décisions répétées chaque jour. Individuellement, elles semblent modestes. Ensemble, elles forment une stratégie cohérente. L'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. Vivre sous la menace constante d'un froid extrême génère un stress chronique. Le manque de sommeil profond, la peur de ne pas se réveiller, l'incertitude quotidienne contribuent à une usure mentale importante. Pourtant, même dans des conditions adverses, la communauté offre un soutien. Partager des histoires, des expériences et des avertissements crée un sentiment d'appartenance qui atténue l'isolement émotionnel. Lorsque le printemps arrive enfin et que le thermomètre commence à remonter durablement, ceux qui ont traversé l'hiver ne célèbrent pas seulement un changement de saison. Ils célèbrent le fait d'avoir surmonté un système naturel qui n'offre pas de seconde chance. Chaque hiver survécu témoigne d'une adaptation et d'un savoir accumulé. Survivre à 40 degrés sous zéro en Alaska n'était ni une question de chance, ni une preuve de résistance surnaturelle. C'est une combinaison de couches adaptées, d'une isolation efficace, d'une alimentation stratégique, d'une communauté informée et d'un respect absolu d'un environnement capable de devenir mortel en quelques minutes. Le froid ne disparaît pas parce qu'on l'ignore et il ne se vainc pas par la force brute. Il se gère, s'anticipe et s'affronte avec discipline. Au final, ce qui permet à des centaines de personnes de se réveiller chaque matin n'est pas un miracle inexplicable, mais un ensemble de systèmes, appris, répétés et perfectionnés au fil du temps. Dans un lieu où la nature semble conçue pour expulser ceux qui ne sont pas préparés, la survie devient une science quotidienne pratiquée en silence, loin des caméras et du regard de la majorité.